au Bercail, le podcast pour vous faire découvrir des solutions concrètes et éthiques afin d'améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et dans chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme vous, je me pose pas mal de questions pour rénover ou construire mon futur chez moi. Je vous propose donc de partir en quête des meilleures solutions adaptées à chacun d'entre nous et ça commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Lenormand. Bonjour Pascal. Bonjour. En 2017, tu as créé la société Incube. C'est un bureau d'études spécialisé dans le concept du design énergétique. Pour mieux comprendre ton métier, tu as pour mission de résoudre les problèmes liés à l'énergie pour les bâtiments. C'est comme comment faire baisser la température de 10 degrés sans clim, donner des stratégies de rénovation ou encore concevoir des bâtiments avec une sobriété énergétique complète, adaptée au mode de vie de ses occupants. C'est important. Tu es aussi auteur du livre Le design énergétique des bâtiments qui propose une autre voie aux démarches de construction classique. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici déjà, Pascal ? Presque. Alors, on dit Incube, on le dit à la française. Ah, Incube. Mais on a plein de variantes. Il y a des gens qui disent Incube, voilà. C'est les petites. Je voulais le faire à l'anglaise. On le fait un peu, ouais. Non, c'est une très bonne, c'est une très bonne amorce. On peut dire, j'ai fait un deuxième livre qui est derrière, qui s'intitule Chauffer la messe ou chauffer les fesses. Ah bah c'est parfait. C'est un problème passionnant. On en parlera peut-être un peu plus tard. C'est certain. De toute façon, le sujet aujourd'hui, du coup, c'est le design énergétique et comment améliorer son confort thermique été comme hiver. C'est tout bon pour toi ? Ça me va. Parlons de ça. C'est bien. Parfait. Bon, pour quand même amorcer cet épisode, comme d'habitude, on va se lancer dans notre jeu d'une vérité et un mensonge sur la thématique. Donc, je t'écoute pour me les donner et à moi de trouver. Ok, donc voici deux affirmations. La première, il est tout à fait possible de travailler confortablement dans un travail de bureau à l'ordinateur par 15 degrés de température ambiante. Ok. Et la deuxième, la semelle chauffante a été inventée en 1942 pour permettre en fait aux poilus de mieux supporter le froid dans les tranchées. Alors la première, elle semble... C'est pas mal, hein. La première, elle semble assez... parfois, on se dit 15 degrés, c'est peut-être un peu limite. Je connais pas les quotas un peu classiques au niveau des températures. La deuxième, c'est tout à fait possible. Est-ce que c'était à cette date ? Je ne sais pas. Bon, clairement, je vais y aller au pifomètre. Je vais dire que la deuxième est vraie et que la première est fausse. Donc pour toi, ce qui est vrai, c'est que la semelle chauffante a été inventée en 1942. Non, peut-être pas, ça paraît bien. Non, bah écoute, je vais rester sur la première, les 15 degrés, c'est possible de travailler tout à fait en mode confort de chez soi. Eh ben tout à fait, t'as bon. C'est même, j'aurais même pu te dire, on l'a fait à 13 degrés, on l'a fait à 12-13, c'est un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, on l'a revalidé encore l'hiver dernier avec un panel de personnes. C'est vraiment assez facile, avec des petits ajustements qui sont pas très contraignants, de faire des ambiances de bureau à 14, 15, 16 degrés, qui sont des chiffres qui font un peu frémir, hein, habituellement, quand on balance ça dans des milieux normaux, entre guillemets. Les gens me disent « Ah, mais c'est fou, déjà ». On a eu des questions de gens qui se demandaient cet hiver si c'était possible de survivre à 19 degrés quand même. Ah oui. On en est à ce point-là. Donc c'est important de voir l'effet que ça peut avoir, ces simples chiffres. Et l'autre, c'est un mensonge. Ouais, effectivement, la semelle chauffante, elle n'a pas été inventée en 1942. On a une trace d'une invention de Lavoisier en 1780 de semelles chauffantes. Ok. Donc le célèbre Lavoisier, qui était chimiste, il avait inventé des semelles qui étaient un peu comme des bouillottes. On trouve ça dans un bouquin fabuleux qui s'appelle Rétrofutur, d'un copain qui s'appelle Cédric Carle, et puis avec une autre bande de copains, qui retrace l'histoire des inventions énergétiques qui n'ont pas eu de succès. Voilà. Donc Lavoisier n'a pas eu beaucoup de succès avec ses semelles chauffantes en 1780. Ok, très intéressant et merci pour cette approche ludique en même temps, donc c'est très sympa. Et je te propose déjà, peut-être pour nous lancer dans le sujet, de nous définir ce que c'est peut-être le design énergétique, qu'on comprenne bien un peu ce concept sur lequel on va parler, quoi. Ouais. Allez, je vais te faire un peu d'historique, lever un peu le voile sur l'histoire. À l'origine, le design énergétique, c'était surtout des mots dont j'avais besoin. C'est-à-dire que j'ai un parcours un peu atypique quand même, et en fait, j'ai eu un premier métier dans le milieu du sport où je travaillais sur la thermique humaine. Donc tous les phénomènes de confort, en particulier appliqués aux vêtements, aux chaussures, à toutes ces choses qu'on porte sur nous. Et c'est une activité que j'ai conservée pendant très longtemps.
Et puis, après quelques années, j'ai basculé dans le domaine du bâtiment. Et dès ce moment-là, j'ai commencé à me dire, mais j'ai un vrai problème. Je fais le même métier. Pour moi, c'était vraiment la même chose, mais dans deux univers différents, et ça n'avait pas le même nom. Dans un cas, ça s'appelait thermicien, dans l'autre, ça n'avait pas vraiment de nom d'ailleurs. Et pendant très longtemps, j'ai ramé pour trouver des noms, et puis un jour, quasiment au moment où on a recréé Incube, en 2017, comme tu l'as dit, il y a ces mots qui sont venus, design énergétique. Et j'ai essayé, on travaillait avec Internet à ce moment-là, et en fait, ça a eu l'air de très bien marcher. Les gens avaient l'air de comprendre ce que c'était. Les mots me sont revenus quasiment, on m'a demandé tout de suite des cours en design énergétique, alors que j'avais rien, j'avais que les mots. Donc ça, c'est un peu l'origine. Et aujourd'hui, par contre, on a quand même, du coup, il a fallu structurer quand même, parce que les gens me demandaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pouvais pas juste dire, c'est juste le mot que j'ai pour décrire ce que je fais. Donc aujourd'hui, mettre le concept derrière. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que ce qu'on appelle la méthode design énergétique, c'est un ensemble d'outils et de méthodes, pour le coup, qui assemblent des choses de l'ordre de la technique. Donc dans le domaine du bâtiment, c'est de la thermique du bâtiment, c'est des trucs de régulation, comprendre tout ce qu'on comprend dans le bâtiment. Mais c'est également de la thermique humaine, c'est également des outils du domaine plutôt de l'accompagnement au changement, donc des choses organisationnelles. Donc c'est une grosse caisse à outils, donc qui est organisée, bien entendu, et qui est fondée, et ça c'est très important, on le dit maintenant systématiquement, qui est fondée d'abord sur une philosophie, sur un postulat qu'on appelle le réhumanisme. Et cette chose de réhumanisme, c'est le fait de dire, en fait, on a envie de suivre le chemin inverse du transhumanisme. Le transhumanisme, il dit, l'homme évolue et atteindra ces stades ultérieurs d'évolution et de domination sur le monde par la technique, par la technologie, par toujours plus. Voilà. Et entre autres, en utilisant de l'énergie. Et le réhumanisme, c'est le postulat inverse, c'est de dire, en fait, on a aujourd'hui une espèce d'addiction à l'énergie, à la technique, à la technologie. Et pour se libérer de cette addiction, ça nous demande de d'abord s'appuyer sur les capacités humaines. Voilà. Donc le point de départ, c'est de toujours aller rechercher, mais c'est bizarre ces êtres humains quand même, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ont oublié qu'ils pouvaient faire, c'est l'histoire des 15 degrés par exemple. Voilà, ça c'est le point de départ. Et après, il y a toute la vaste caisse à outils du design énergétique. Sur le plan technique, du coup, quand tu parles de l'aspect, il y a l'aspect technique et l'aspect comportemental qui sont reliés, en fait. Oui. Et la troisième chose, qui est la manière de les relier. Il y a un sujet très important qu'on creuse beaucoup, qui est, par exemple, dans les bâtiments, le fait de retravailler l'interface. C'est-à-dire la manière dont les gens peuvent agir ou dont on les empêche d'agir sur tel ou tel paramètre. Alors, dans l'habitat, on le voit un petit peu. C'est-à-dire tous les gens qui sont perplexes devant le réglage de la chaudière, par exemple, ou d'un radiateur, ça veut dire que l'interface n'a pas été bien conçue, mais c'est évidemment beaucoup plus présent dans les gros bâtiments, dans les lieux publics où il y a en plus plusieurs acteurs, il y a les exploitants, il y a les usagers qui ne font que passer, il y a les salariés qui travaillent dedans, etc. Et là, ces questions de qui fait quoi et est-ce qu'il peut le faire, elles sont majeures. Ok. Super clair, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que ce genre de définition en fait de comportement et entre ce que tu disais le réhumanisme et le deuxième c'est le transhumanisme, que je me trompe pas, c'est une approche qu'on n'évoque pas très souvent dans le bâtiment. Enfin, en tout cas, moi c'est un peu nouveau pour moi, donc c'est hyper intéressant d'avoir justement ces définitions déjà de base, de comprendre le concept et de voir aussi comment ça peut évoluer. Est-ce qu'on peut considérer que l'approche transhumaniste, voilà, ça correspond plus à l'approche conventionnelle et réglementaire qu'on a aujourd'hui dans l'habitat, et du coup réhumaniste dans le concept du design énergétique, et ça s'oppose entre guillemets? Alors ça s'oppose pas, en tout cas dans les postulats de départ sont à peu près opposés. Alors, pour répondre à ton début de question, est-ce que les démarches classiques et conventionnelles, donc basées sur des conventions, dans le domaine du bâtiment, correspondent à du transhumanisme? Je dirais oui, mais du transhumanisme préhistorique. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un domaine qui est, si tu compares par rapport à l'évolution qu'il y a pu y avoir dans l'informatique, dans les outils connectés, dans tous ces trucs-là, et que tu regardes comment fonctionne l'univers du bâtiment, t'as vraiment l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis les années 50-60, quoi, fondamentalement. Après, oui, le postulat est un peu inverse, mais en fait,
il y a quelques grands principes comme ça qui permettent de voir de quelle manière on fait un pas de côté. En fait, il y a une phrase qu'on utilise souvent qui est de dire ce qui est fondamental dans le travail qu'on fait, c'est de ne pas résumer les problèmes énergétiques dans les bâtiments aux problèmes énergétiques du bâtiment. C'est-à-dire que, en fait, l'objet sur lequel on travaille, c'est pas le bâtiment. Le bâtiment n'est qu'un des composants, n'est qu'un des outils, n'est que la boîte dans laquelle ça se passe, en fait. Donc ça nous définit un lieu, mais on fait aussi le même genre de travail, par exemple sur les festivals de musique. Bon, t'as pas un bâtiment, en fait, mais t'as de l'énergie, t'as des phénomènes énergétiques. Et ça, c'est vraiment un vrai pas de côté, parce que ça veut dire que le problème, c'est pas de rénover des bâtiments, en fait. Ça, c'est un moyen. C'est un moyen qu'on a pour atteindre quelque chose, et il faut s'y intéresser, il faut savoir comment le faire bien. Mais le vrai sujet, la vraie chose qu'on rénove, par exemple dans le cas d'une rénovation, c'est la relation entre l'usage et le bâtiment. Le bâtiment n'est qu'une partie du couple. Parce que sinon, c'est comme si tu disais les gens qui ont des problèmes de couple, eh ben, il faudrait que madame fasse un travail sur elle-même. Qui est un peu déséquilibré quand même. Voilà. Je trouve. J'ai fait exprès de le prendre dans ce sens. Hein. Non, mais je prends la taquinerie. Mais oui, tout à fait. Donc effectivement, jouer sur le levier comportemental et prendre en fait vraiment la structure comme un outil et de faire, comme tu disais dès le départ, la liaison entre les deux, le côté relationnel entre les deux et de comprendre cette relation. C'est ça. Est-ce que tu aurais des choses à rapporter justement sur comment on fait cette analyse comportementale déjà et cette analyse un peu de l'outil et comment on relie ces deux aspects. Ouais. On va essayer de pas le faire trop théorique ou ésotérique. Hein. Le plus concret possible. Ouais, en fait, le plus concret possible, c'est vraiment il y a deux choses qu'on fait beaucoup et au début, j'étais un peu gêné de les raconter comme ça, mais je trouve que c'est vraiment important. Alors aujourd'hui, on travaille plutôt sur des gros bâtiments, sur des gros sites. On fait beaucoup moins d'habitat individuel, par exemple. Mais les démarches sont un peu similaires. Quand on fait ou quand on faisait de l'habitat, mais enfin on en fait encore quand même. On passe beaucoup de temps à discuter, que les gens nous racontent. Non pas. Alors il y a un petit piège en plus dans l'habitat, surtout dans l'habitat écologique, c'est que les gens deviennent vite des geeks. Ils te disent moi j'aime l'isolation en paille, est-ce qu'il vaut mieux un enduit terre ou un enduit chanvre, tu vois, on part tout de suite sur de la technique. Et en fait, on passait vraiment beaucoup de temps et d'efforts à faire raconter comment ça doit se vivre. Mais vraiment très concrètement, c'est-à-dire je me lève le matin, est-ce que j'aime être dans une chambre fraîche ? Est-ce que ça me va de devoir aller dans un séjour qui est froid et de prendre du bois pour allumer un feu et d'attendre finalement une demi-heure, une heure que la température remonte ou que l'ambiance se modifie. Parce que c'est ça le point de départ. Voilà. Donc ça, c'est le premier outil, c'est la matière, parce que c'est ça qui nous dit ce qui doit se passer. Et il y a un point très important, c'est que ces trucs-là ne se définissent jamais à l'échelle du bâtiment, mais toujours à l'échelle de la pièce, voire de la sous-pièce. C'est-à-dire, ce que tu fais dans la chambre, c'est pas la même chose que ce que tu fais dans le séjour, c'est pas la même chose que tu fais dans le bureau. Donc il faut comprendre toutes ces choses-là. Et en général, on le fait dire à monsieur, à madame ou à monsieur selon les couples. On fait interroger les enfants, etc. pour qu'ils racontent. Et souvent, le principal résultat du travail, c'est que les gens se rendent compte que effectivement, ils veulent pas vivre la même chose. Et c'est pas grave, on s'en accommode, tu vois. Donc ça, c'est un exemple de ce qui se passe beaucoup dans l'habitat. Et dans les plus gros bâtiments, ce qu'on fait quand on fait une sorte d'audit, eh bien, souvent on vit dedans en fait. On y va et on regarde ce que les gens font. On dit souvent on se promène et on regarde. Alors ça paraît simple comme ça, mais se promener et regarder, c'est pas comme voir. Enfin, tu vois, regarder, c'est une certaine observation. Et entre autres pour voir, voilà, qu'est-ce qu'on attend du bâtiment et qu'est-ce que les gens y font, où est-ce qu'ils se mettent spontanément. On tâche d'y passer la nuit aussi. Souvent, ça surprend un peu les gens avec qui on bosse, tu vois, mais quand on va faire un gros lycée, par exemple, on demande à passer la nuit dedans. Donc, pour voir comment est le lieu, quand il n'y a pas l'usage, comment ça vit, voilà. Donc c'est drôle, on a fait ce parallèle justement juste pour la petite aparté. Je sais pas si tu vois qui c'est, de Maxime Claval de la société Enercool qui est passé sur le podcast également.
Et justement, il a rénové aussi sa maison et on rigolait sur le fait que ça aurait été sympa quand il a rénové sa maison de camper dans sa maison pour justement voir comment ça se passait au niveau du comportement. Donc, bon, bref, c'est juste pour faire le parallèle, mais ça rejoint ce que tu dis, quoi, de comprendre l'environnement, mais à tout moment. Ouais, quoi. Il faut qu'on s'imprègne. Et également parce que c'est une quasi constante en fait. On nous appelle en général. On fait plus de construction neuve. Voilà, c'est pas, peut-être on en refera un jour s'il y a un truc super, mais il y a tellement à faire sur l'existant que pour le moment on fait ça. Et en général, on nous appelle pour une question de bâtiment justement. Genre, ça nous coûte trop cher, il fait trop chaud, la chaudière marche pas, etc. Mais ce qu'on trouve toujours derrière, toujours, en fait, c'est jamais des problèmes techniques. L'amorce, c'est toujours des problèmes d'organisation, des problèmes de ressources humaines, des problèmes relationnels, voilà. D'abord, il y a ça, et ça s'exprime par des dysfonctionnements énergétiques. Donc c'est ça le travail en fait. C'est ok, on regarde les symptômes et après on creuse. Et c'est pour ça aussi qu'on le fait en général, on le fait toujours en équipe pluridisciplinaire. Parce que même si je dis on se promène et on regarde comment ça vit, etc., ça peut donner une idée un peu poétique du truc. Alors il y a ça, c'est très important qu'on ait aussi la dimension poétique. On travaille souvent avec une architecte du patrimoine, par exemple, pour avoir la dimension historique. Mais on a également dans l'équipe un ingénieur fluide, c'est-à-dire, moi je dis, c'est les gens qui parlent à l'oreille des tuyaux, quoi. Il y a quelqu'un qui sait me dire, ok, la régulation, elle est bien calée, la loi d'eau, il y a un problème et il faudrait faire tel ou tel truc. Moi, c'est pas mon trip, donc je m'appuie sur des gens qui savent le faire, parce que le travail des machines, c'est aussi de faire ce qu'on leur demande de faire. Ok. Ça remet le positionnement un peu de chaque comment dire, matériau, usage, etc., quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Et quels seraient, on va dire, les grands avantages et les grands inconvénients de partir, enfin s'il y en a, hein, de partir dans ce genre de design énergétique. Enfin, j'utilise ce mot, hein, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Ouais, ça peut paraître un peu prétentieux, mais on résout des problèmes que les autres ne savent pas résoudre. Et on le fait plus intelligemment, au sens pas on réfléchit mieux, on a un meilleur cerveau. C'est plus que comme on a bâti la méthode, je dis, c'est une très vaste caisse à outils. Souvent on dit en fait tout est permis. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit j'ai froid à mon poste de travail, les réponses classiques seront sur ok, bah il faut rénover la pièce ou il faut rénover le bâtiment ou il faut faire quelque chose sur les systèmes énergétiques. Mais si on arrive à résoudre le problème, c'est-à-dire de la personne qui dit j'ai froid à mon poste de travail, soit en l'habillant, soit en lui donnant quelque chose, des boissons chaudes à volonté, soit en lui installant un aménagement un peu particulier, soit en lui faisant un chèque, c'est-à-dire par la corruption, enfin n'importe quoi en fait, tout est autorisé, tu vois. Si on résout ce problème, alors c'est valide. On le voit aussi, alors là on prend des exemples de froid parce qu'on sort de l'hiver, on a plutôt tendance à parler chauffage. On va entrer dans la saison où tout le monde va parler de surchauffe et de climatisation. Souvent, on dit mais la question de la surchauffe, c'est jamais une question de température. Ça se mesure en décibels en fait. Tu sais qu'il fait trop chaud quand les gens râlent. Donc à partir du moment où tu l'as identifié comme ça, c'est-à-dire que les lieux ne font pas ce qu'ils doivent faire, alors on voit comment faire pour que les gens arrêtent de râler en fait. Et c'est pas, alors j'ai utilisé le mot de la corruption, tu vois, exprès pour interpeller un peu, mais c'est ce qui est passionnant là-dedans, c'est que ça demande d'aller chercher le mieux-être, de fabriquer du mieux-être pour les gens. Et c'est ça qui est intéressant. C'est quand même, moi, ça m'excite beaucoup plus. Pourtant, j'aime les bâtiments, c'est chouette la technique, etc. Mais fabriquer du mieux-être pour d'autres, là, c'est quand même top, quoi. Et quand on va dans une dimension supérieure, en fait. Ouais. Et puis au moins, on est sûr on a le critère du bon résultat. Parce que combien de fois on a pu voir tu fais des travaux et puis tu avais fait les travaux en espérant faire diminuer les consos énergétiques, mais en fait les gens sont toujours mal ou font un effet rebond parce que c'est moins coûteux, donc ils récompensent le confort en montant les consignes ou des choses comme ça. À partir du moment où on demande aux gens qu'est-ce qui vous mettrait mieux et qu'on valide ce qui marcherait et que c'est ça qu'on met en œuvre, c'est banco. Et quand je dis plus intelligemment, c'est plus pour dire on va au plus simple et au moins coûteux. Ce sera toujours moins coûteux, par exemple, d'équiper un poste de travail que de rénover un bâtiment. Oui.
Tu sors du cadre pour essayer de trouver les solutions qui vont d'abord vers le bien-être et après, bon, s'il y a besoin de technique, il y aura la technique qui se rajoute. Il peut y en avoir aussi. Mais c'est d'abord où ça peut se combiner. C'est ça. Mais t'essayes de trouver la solution, entre guillemets, comme tu dis, peut-être c'est juste à réaménager l'environnement, peut-être que c'est juste à se couvrir peut-être plus aussi sur soi, ou etc. Ça peut être changer d'équipe. On a vu des cas où on a ça comme principe de dire plus les gens sont fâchés avec leur chef, plus ils ont froid. Okay. Ouais, ça dit bien ce que c'est. En fait, on a la relation. Alors là, on parle beaucoup de thermique, mais l'énergétique, c'est plus vaste que la thermique. Il y a d'autres choses. Mais c'est faux de croire qu'on est sur quelque chose de rationnel. C'est évidemment très affectif, très sensuel, très culturel. Notre relation au phénomène thermique, elle est pas du tout objective. Et heureusement, c'est ça qui est chouette. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux justement, tu disais que c'est pas lié qu'au thermique, du coup, les phénomènes énergétiques, est-ce que tu peux les citer, savoir à quoi ça touche aussi, oui. Du coup? Oui. Alors, une des premières choses qu'on a faites. Attends, je vais te montrer. Parce que t'as la vidéo, là. Oui, j'ai la vidéo. Je te le montre. Regarde. Là, tu vois, là, je cache le. Tu vois la formule, là? E égale Q plus W plus cœur. Voilà, pour que les auditeurs comprennent. Voilà. E égale Q plus W plus cœur. C'est une réécriture de ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique, qui, à l'origine, s'écrit E égale Q plus W. Donc, ça dit que c'est version en langage de tous les jours. L'énergie, ça peut prendre les formes de chaleur. Et W, c'est le travail, c'est énergie mécanique. Donc, ça a des formulations différentes. Par exemple, parfois on dit dans les scénarios de transition, par exemple, le scénario négawatt parle de chaleur et mobilité. Mais c'est important de remonter à énergie mécanique parce que, par exemple, quand tu as un batteur dans la cuisine pour faire des blancs en neige, ben ça, c'est de l'énergie mécanique. Donc, on utilise l'énergie pour manipuler du chaud et du froid. Donc ça, c'est dans l'habitat, c'est le chauffage, la clim, voilà, tout ce qui a trait à la chaleur basse température. Mais c'est aussi l'eau chaude sanitaire. C'est aussi la cuisson. C'est dans l'industrie, ça peut être fondre des métaux, c'est voilà, tout ce qui est manipulation de la chaleur. Ça peut être le réfrigérateur aussi. Ça, c'est un grand volet de tout ce qu'on fait en manipulant de la chaleur. Il y a un autre volet qui est donc l'énergie mécanique. Donc tout ce qui est déplacer des choses ou des humains, les transports, les colis que quand tu achètes des biens d'occasion, le fait contre les postes, mais aussi casser du béton, démolir un mur avec une pelleteuse, tout ça c'est de l'énergie mécanique. Déformer des choses également. Quand tu pétris la pâte à pain, c'est de l'énergie mécanique. Okay. On note au passage que l'être humain est une super machine quand même. Et puis il y a quand même ce troisième service. Alors c'est pareil, si je prends l'analogie dans le scénario négawatt, souvent on parle d'électricité spécifique. On dit voilà, il y a de la chaleur, de la mobilité, de l'électricité spécifique. Ce qui est un peu insuffisant parce que l'électricité c'est pas un service, l'électricité ne fait rien. La question c'est qu'est-ce que ça produit. Alors on trouve la notion à certains endroits, on dit c'est fait pour l'information. Par exemple là on fait un podcast, donc on utilise de l'électricité en fait pour transmettre de l'information entre toi et moi, et puis après sur l'enregistrement pour le diffuser. Mais ça me semblait encore un peu court. C'est-à-dire que on dit par exemple il y a beaucoup de choses inutiles sur Internet. C'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser beaucoup d'énergie à faire de l'information, mais qui ne sert à rien, qui n'est pas un service. C'est pour ça que nous on utilise le terme information conscience, parce qu'on considère que le service a été rendu quand c'est passé d'une conscience à une autre. C'est-à-dire qu'on aura bien utilisé là l'énergie qu'on utilise si les idées qui sont dans ma tête sont passées dans la tienne. Et qu'elles sont utiles. Voilà. Et donc ça, c'est très pratique parce qu'une fois que tu as vu ça, tu vois que par exemple l'éclairage, c'est pas un service. En fait, l'éclairage, c'est quoi ? C'est un service de type information-conscience. L'éclairage est réussi s'il permet que l'information soit perçue par le cerveau qui doit la percevoir. L'éclairage est inutile pour les gens non-voyants. Voilà. Ça permet de dire le son, la sonorisation, par exemple, on travaille sur les salles de spectacle, c'est un service information-conscience. C'est ce qui permet que la voix ou le son des instruments soit porté avec l'intensité et la qualité qu'on souhaite pour fabriquer l'expérience qu'on souhaite fabriquer chez les spectateurs. Quand j'étais dans le milieu de la musique, on disait c'est important dans un concert de reggae qu'on ait le gras qui bouge avec les basses. Tu vois ? Donc ça fait partie de l'information qu'il faut transférer. Tu vois ? Ça va dans un niveau de détail en fait. Ouais. On écrit correctement un peu une sorte de cahier des charges. Ça permet de peut-être. décrire ce qu'on veut. Ça permet vraiment de décrire ce qu'on veut.
Et à l'inverse, ça permet aussi quand on observe, de décrire ce qui se passe. C'est-à-dire, il y a des choses, c'est comme dans tout, si tu veux, quand tu es expert d'un sujet, tu sais observer. On a dit, il faut se promener, observer. Avoir des clés comme ça permet de décrypter ce qui se joue. Par exemple, je te donne un exemple. Dans les commerces, par exemple, l'hiver, on a des rideaux d'air chaud. Tu sais, les machins qui soufflent quand les portes sont ouvertes et puis tu as de l'air chaud qui tombe. Souvent, c'est classé dans la catégorie chauffage, ce truc-là. Parce que ça fait de la chaleur, ça fait du chaud, donc on classe dans chauffage. Mais en fait, quand tu discutes avec des commerçants et des associations de commerçants, tu te dis, mais pourquoi vous faites ça? Et qui racontent, en fait, tu as une espèce d'aspect qui est, ça envoie le message, bienvenue chez nous, vous allez être bien. Et si tu le comprends comme ça, tu dis que oui, certes, on manipule de la chaleur, mais le résultat qu'on cherche, c'est un service de type information-conscience. On veut envoyer une information de bienvenue. Okay. Et après, une fois que tu as ça, tu peux dire, OK, donc ce qui compte, c'est de fournir ce truc de bienvenue. Est-ce que le moyen le plus adéquat pour le faire, le plus intelligent, c'est d'envoyer de la chaleur dans un machin qui chauffe? Ou est-ce que c'est ça et ça? Donc après, on a la caisse à outils. Et monsieur le commerçant, madame la commerçante, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui serait jouable? Ça permet d'avoir effectivement des variantes peut-être plus écologiques derrière ou peut-être... Tout à fait. Tout à fait. Une fois que tu sais ce que tu veux faire, tu peux remonter et te dire, OK, mais en fait, pour faire ça, j'ai quand même tous ces autres moyens, au moins que je peux proposer aux gens, aux usagers finaux, qui sont ceux qui vont choisir. Donc, l'énergie sert à faire de la chaleur, de l'énergie mécanique et de l'information conscience. Super, très bien résumé. Moi, je retiens aussi qu'on part d'une intention et qu'après, on sort la caisse à outils pour pouvoir répondre à cette intention. C'est ce qu'il n'y a pas dans les démarches conventionnelles. Tout à fait, oui. J'ai une petite question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais est-ce que tu connais les designs qui entraînent le plus de gaspillage aujourd'hui d'un point de vue environnemental? Est-ce que y a des choses qui... Est-ce qu'il y a par exemple des bâtiments, des structures, des typologies de maisons que vous avez remarqué qui entraînent le plus de gaspillage par rapport à cette approche de design énergétique, quoi? Alors, les premières choses qui me viennent, c'est en fait la notion de gaspillage, elle est délicate, tu vois. Donc si je dis c'est le truc, je reprends les termes que j'ai utilisés avant, mais le postulat qui semble dès le départ le moins intelligent pour faire ce qu'on veut faire, si je le prends comme ça, tu vois, il y a quand même les immeubles vitrés. Ça, par exemple, ça fait partie des trucs... moi, j'appelle ça, on a créé un hashtag qui s'appelle Balance ton four. C'est-à-dire, il y a des immeubles, tu les vois, tu regardes le plan, tu sais que ça va être la galère. Donc, dès le début, on sait qu'on va mettre dans le monde un bâtiment qui va durer 50 ans, 60 ans, on sait pas. Et dès le début, on sait qu'il est naturellement inhabitable et qu'il va falloir le gaver de clim. Ça fait partie des gros problèmes. D'accord. Et on en trouve une déclinaison de ça. Alors d'où ça vient ce truc-là? Alors dans le cas des bureaux, des tertiaires très vitrés, c'est pas uniquement une question énergétique. C'est-à-dire il y a une question d'image, de mode constructif également. Bon, mais ça c'est un vrai problème. Mais il y a une déclinaison de ça qu'on trouve beaucoup dans l'habitat, qui est le bioclimatisme mal compris. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, et il y a encore, on trouve parfois, ce côté je m'intéresse un petit peu à la construction écologique. Dans la construction écologique, il y a les machins bioclimatiques. Bioclimatique, ça veut dire, je vais mettre une façade sud, et façade sud, il faut une grande surface vitrée parce que l'énergie gratuite, c'est bien. Parce que j'ai vu ça dans les bouquins, etc. Ça, c'est contre-productif. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'un truc est gratuit que c'est bien et que t'en as besoin. Et en particulier, si un bâtiment est performant, il a besoin de très peu d'énergie, de chaud. Très peu de chauffage. Or, ce qui arrive par des baies, c'est une très grande puissance que tu maîtrises pas très bien. Ce qui fait que, alors souvent l'exemple que je donne, le fait de se dire oui, on cherche de l'énergie gratuite en partant du principe que c'est bien, c'est comme si tu es allergique au gluten et on t'offre une palette de nouilles. Bah, c'est super, c'est gratuit, sauf que tu vas rien en faire. Et surtout, une fois qu'on va te l'avoir offerte, qui est devant chez toi, en plus, il va falloir que tu la gères, quoi. Il va falloir que tu l'offres, que tu la compostes, enfin n'importe. Et ben c'est pareil avec l'énergie. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des bâtiments qui, sur la base de principes qui semblent vertueux, se retrouvent en fait avec des phénomènes ingérables, en particulier de surchauffe.
Alors après, on peut toujours dire oui, mais on peut corriger et mettre des casquettes et mettre des machins. Mais corriger un truc qu'on aurait pu éviter, enfin, tu vois, tu repayes pour corriger les conséquences d'un truc que tu aurais pu mieux faire au début. Ok. Est-ce que tu as des conseils justement par rapport à ça? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser on va y venir, hein, j'aimerais bien que tu me donnes aussi les grands conseils, comment quand on veut rafraîchir et chauffer son bercail, on peut commencer peut-être justement du coup vers le côté frais, parce que là on arrive sur l'été. Comment Je crois que t'as un mur qui tombe derrière toi. J'ai mon mur qui est tombé. Bon, voilà, c'est les aléas du direct. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai mon décor qui tombe. Bon, c'est pas grave, reprenons. Comment rafraîchir son bercail lorsqu'il est en surchauffe? Donc du coup, tu disais déjà juste l'histoire des baies vitrées. Ça peut être un sujet. Est-ce que tu as des grands conseils et des volets à prendre en compte par rapport à ça? Ouais, alors déjà arrêter de se dire que le problème c'est de rafraîchir et dire que le problème c'est avant tout de pas chauffer. Ça peut paraître anecdotique. Alors souvent on pourrait presque dire que je pinaille sur les mots, mais en fait c'est hyper important parce que c'est la manière dont tu décris le problème. Tu l'as vu, on en a parlé déjà au début. C'est ça qui après va directement t'orienter sur quelque chose. Et c'est très actuel. Là, il y a un rapport qui vient tout juste de sortir là il y a quelques jours sur Paris à 50 degrés. J'invite vraiment tout le monde à lire ce document qui est très intéressant, ne serait-ce que parce que ça pose le problème. On se dit voilà, va y avoir des villes à 50 degrés, on va faire quoi? Pour être plus précis, c'est le rapport du GIEC ou c'est non, c'est un rapport piloté par la mairie de Paris. D'accord. C'était une mission d'information et d'exploration. Je sais plus ce que c'est le terme exact. Enfin, un élu, Alexandre Florentin, qui a présidé cette mission pour se dire voilà, on se pose la question, quand Paris sera à 50 degrés, on va devoir faire quoi? D'accord. Est-ce que nos infrastructures sont adaptées? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se vive mieux? Et en fait, c'est très, on le voit très bien dans ce rapport, mais on le voit à beaucoup d'endroits. Il y a très peu la culture. Dans ce rapport, c'est pas mentionné. On parle beaucoup de qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'il fait trop chaud? Est-ce qu'il faut climatiser? Est-ce qu'il faut se réfugier à tel endroit? Comment est-ce qu'on gère la crise? Etc., etc. On ne voit quasiment rien sur tout ce que tu peux faire en amont pour rebousser la crise. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a une canicule dehors que tu crèves de chaud chez toi. Tu vois, c'est-à-dire que il y a tout un tas de choses que tu peux faire qui sont de l'ordre de la gestion courante, des choses pas compliquées, mais qu'il faut faire de manière productive et non pas contre-productive pour préserver la fraîcheur. Et parfois, ça commence dès le mois de mars. Quand tu as des bâtiments très lourds, en fait, tu fais dès le printemps ton stock de fraîcheur qui va te permettre de tenir au mois de juin, juillet, enfin pendant les périodes chaudes. Donc, le fait de dire le problème, c'est pas de rafraîchir. Ça peut être de rafraîchir, mais rafraîchir, ça vient après. Le premier problème, c'est d'abord de préserver la fraîcheur. Ça, c'est la première chose. Et donc concrètement, je te donne un exemple extrêmement concret, parce qu'en plus, je pense que sur ces sujets-là, il faut même pas passer par la compréhension. Il y a pas à éduquer. Tu vois, il y a pas besoin de former les gens à la surchauffe. Tout le monde peut comprendre. Ce qui est adapté. Oui. De la même manière que t'as pas besoin de former les gens, t'as pas besoin de faire de tout le monde un pompier pour savoir quoi faire s'il y a un incendie. Il y a un principe dans les périodes chaudes, c'est un local vide, par défaut, il est fermé. C'est-à-dire qu'il ne devrait y avoir aucune pièce dans laquelle il y a personne et où les baies vitrées sont exposées. Voilà. Toute pièce vide a les volets fermés, ou les volets ou n'importe quoi. Voilà. Si déjà on avait ça, ça changerait beaucoup de choses. Le mode par défaut d'un local, c'est fermé. Et ça, c'est une partie importante du boulot qu'on fait. C'est-à-dire que souvent, je dis, on va regarder là où le regard ne porte pas. C'est-à-dire qu'on a une très grande culture dans les bâtiments de faire en sorte que il faut que ça marche bien quand ça doit marcher. Mmh. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait du chauffage quand les gens sont là. Et ben en fait, le plus gros boulot qu'on fait, on pourrait dire, c'est d'accord, mais il faut s'assurer qu'il y ait rien quand il y a personne. Et si aujourd'hui c'est autant, il y a des gisements gigantesques de sobriété, puisqu'on en parle depuis quelques mois, c'est en fait sur ce versant-là.
qui est celui qu'on ne regarde pas parce que ça n'a jamais été le sujet. Donc, par exemple, quand on fait de la conception de système, on s'attache beaucoup plus à garantir que le truc soit arrêté quand il doit s'arrêter, plutôt que faciliter la mise en route quand il doit démarrer. Parce que les gens trouveront toujours un moyen de le démarrer. Oui. Par contre, l'arrêt, ça, c'est un vrai souci. Et donc, tu as des trucs comme ça. Tu as des trucs sur la surchauffe. C'est un local non occupé, il est fermé. D'accord. Donc ça, par exemple, dans une habitation, ça peut être un placard, ça peut être, je sais pas, comment ça pourrait se définir, par exemple. Non, ça veut dire que si ta maison est vide, par exemple, à partir du printemps, ouais. Alors, si tu retiens ce principe, elle doit être fermée, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule baie vitrée qui n'est pas occultée. D'accord. Donc ça veut dire plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il faut avoir prévu des occultations, donc des volets roulants, battants, des BSO, tout ce que tu veux, ou une toile ou n'importe quoi. Il faut l'avoir prévu. Il faut qu'elle soit en place. Il faut tout un tas de paramètres, en fait, qui garantissent que ce soit protégé. Il y a par exemple un système qu'on a mis en place à l'époque sur certaines maisons où tu as une espèce, tu sais, les boutons coup de poing, là, les boutons rouges. T'es pas obligé que ce soit aussi moche, hein. Mais un bouton à côté de ta porte d'entrée, il se trouve que ta porte d'entrée, en général, c'est ta porte de sortie aussi. T'appuies sur le bouton, tout se ferme. Tu vois, c'est vraiment en mode film d'espionnage, quoi. C'est je sors, le truc se verrouille. Et au moins, t'es sûr que ça ramassera pas le soleil pendant le temps que t'es pas là. Voilà. Et tu peux quand même, effectivement, pour assurer les auditeurs, quand t'es là, on est d'accord que les volets sont ouverts et que la luminosité rentre. J'ai dit quand c'est vide. Tout à fait. Non, mais... Et en fait, aussi pour que je paraisse pas trop extrémiste, c'est que ce qui est important, c'est de définir ce qu'est la norme. C'est-à-dire, le principe, c'est ça doit être fermé. Okay, c'est pas parce que tu as défini ce qu'est l'état normal qu'il n'y a pas d'exception. Et que le monde et que le monde est binaire. C'est-à-dire, si tu as des plantes, ben, peut-être qu'il va falloir ajuster un peu ou que occulter, ça veut pas dire fermer complètement sans lumière. Ça peut être des BSO, par exemple, qui cassent le rayonnement direct en mettant du rayonnement diffus. Ça veut pas dire que... BSO, c'est pour... brise soleil orientable. Tu sais, c'est ces espèces de persiennes extérieures qui s'orientent. Qui peuvent s'incliner. Voilà. Mais ce qui est très important, c'est de définir la norme, le point de départ, pour après voir les possibilités qu'on a de moduler. Voilà. D'accord. Donc, et il y en a plein. Et est-ce que tu as d'autres conseils, justement, quand on veut rafraîchir son bercail? Donc quand même, tu veux le rafraîchir. Oui, ça. Oui, pas rafraîchir, excuse-moi, j'utilise pas le bon terme. Par ailleurs, c'est important, conserver la fraîcheur. mais faut quand même parler du rafraîchir, parce que c'est un truc sur lequel j'ai bougé un peu, tu vois, pendant longtemps, en particulier dans les milieux sensibles à l'écologie, la clim, c'était le mal. Et donc, il fallait pas de clim. Bon, aujourd'hui, quand tu commences à réfléchir à des périodes où tu te dis, va faire 40 degrés pendant plusieurs jours, on sait, en fait, qu'il y a plein de cas où on va pas savoir le faire sans rafraîchir. Donc, ou pour des questions de sécurité, quand tu es dans des EHPAD, dans des écoles, c'est important de pouvoir créer des points refuges, par exemple. Ou au moins, temporairement, tu peux aller te refroidir parce qu'il y a une question dynamique, tu vois. Tu peux aller récupérer un endroit. Donc, il faut prévoir un moment le rafraîchissement, mais c'est pas parce que t'as mis un système de rafraîchissement que t'as perdu le combat d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai tendance à dire la bonne manière, c'est de dire ok, pour tout un tas de raisons, on va le prévoir parce que shit happens. Ok, les problèmes, ça arrive. On prévoit de la clim, mais le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elle démarre le plus tard possible. C'est-à-dire que ce soit un système de secours. C'est comme les systèmes incendie, en fait. Tu fais pas un système incendie pour prendre une douche chez toi tous les jours. Non, c'est le dernier recours, quoi. Mais il faut que ce soit là pour la seule fois où il faut que ça serve. Et par exemple, le rafraîchissement, ça devrait être ça. Et donc, après, c'est là aussi où ça peut devenir contre-intuitif, c'est-à-dire que tous ces systèmes de secours, ils restent à l'état de système de secours si tu en rends l'usage mal commode. C'est-à-dire que si c'est pas simple, très coûteux, bruyant, moche, eh ben t'es plutôt sûr que tu vas vraiment beaucoup réfléchir avant de le mettre. Tu vois que la balance coût-bénéfice est vraiment en faveur de la mise en marche. Donc c'est pas parce que les systèmes sont en place
qu'on a perdu l'histoire. Et ça, c'est aussi très important de le voir et de l'organiser. Ok. Effectivement, il y a l'usage, comme tu dis, sur la simplification de l'interface ou choses comme ça. Si l'interface est un peu plus complexe, tu vas dire, ok. Bien sûr. C'est. Et si c'est facile, on est tous pareils. Et on est tous pareils. Quand le truc est facile, évidemment qu'on l'utilise. On se simplifie, on est des fainéants. L'humain est fainéant, par définition. Je te donne un tout petit exemple de ce phénomène. Il y a un truc que... Bon, j'aime bien dire que dans la cuisine, on observe beaucoup de choses. C'est pour les gens qui boivent du café. Je prends mon exemple à moi. J'aime bien boire du café. Bon, quand je vais chez ma maman, il y a une cafetière automatique à capsule. Et quand je passe un peu de temps chez ma maman, je vois que je bois pas mal de café. Parce que c'est fastoche, j'allume le truc, je mets la capsule, bam, c'est parti. Chez moi, en partie sachant ça, et puis en partie parce que je suis un peu un geek de ça, j'ai mis, on a une cafetière italienne où il faut mettre le café en poudre, et normalement, c'est aussi du café en grains qu'il faut moudre. Bah, je te garantis que j'en bois moins. Hein. Bah oui, parce qu'il y a l'action de le faire. C'est moins direct. Ouais. Et c'est exactement ce genre de choses qu'on fait dès lors qu'on met un objet ou un système dont on sait que il faudrait qu'il serve pas trop. Voilà. Et on peut tout à fait le faire en dialogue avec les gens qui vont l'utiliser. Il faut d'ailleurs le faire en dialogue avec les gens qui vont l'utiliser. Ça pourrait permettre effectivement de faire certaines économies d'énergie. On peut se truander soi-même. Hein. C'est ça. C'est des phénomènes géniaux. Quand tu vois que tu te truandes toi-même, tu vois que tu as mis une barrière devant toi, mais que tu te truandes toi-même parce que tu l'as fait pour ton bien, mais quand même tu as envie, et voilà. Et c'est ça l'humain. C'est ça qui est chouette. Ouais. Faut biaiser le cerveau finalement. Ouais. C'est un peu ça. Ok, super intéressant. Et du coup, à l'inverse, alors je sais pas si on peut dire comment chauffer son bercail même quand on est en hiver. Est-ce qu'on peut parler, est-ce que pareil, on parle de préserver la chaleur à un moment donné? Est-ce qu'on fait un stock de chaleur pour l'hiver ou est-ce que il y a d'autres techniques Alors oui et non. Alors oui, bien sûr, si tu as de la chaleur, c'est bien qu'elle reste dedans. On l'a toujours fait. Hein. Enfin, je sais pas si on l'a toujours fait. C'était très peu performant au sens classique l'habitat jusque assez récemment. Mais je t'ai titillé tout à l'heure sur le fait de changer entre rafraîchir et garder le frais. Là, j'ai titillé sur autre chose. C'est-à-dire que la question, c'est pas tellement la chaleur dans l'habitat. Ça, c'est un moyen. Mais à quoi elle sert cette chaleur? Elle sert à ce que tu sois bien. Ou à quoi elle sert la fraîcheur? Elle sert à ce que tu sois bien. Donc en fait, et ça, faut quand même reconnaître que ça a été pas mal popularisé parce qu'on s'est mis à en parler beaucoup l'hiver dernier. Il y a les Belges de Slow Heat je sais même pas s'ils ont spécialement communiqué, mais les gens sont tombés amoureux de Slow Heat, c'est-à-dire de cette espèce de laboratoire belge sur le confort thermique en chauffant moins. Mm-hmm. Mais le problème de base qu'on a, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est bien? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien? Nous, les êtres humains. Alors ça peut s'appliquer aussi à d'autres choses, tu vois, ça peut s'appliquer à tes plantes, ça peut s'appliquer à ton fromage, mais bon, d'abord nous, les êtres humains dans l'habitat, qu'est-ce qui fait qu'on est bien? Et en fait, le fait de remplir les bâtiments avec de la chaleur, c'est ça, faire du chauffage, c'est très coûteux par rapport à ce que ça produit. Donc la première chose à faire, c'est d'abord, c'était le sens, tu vois, la question que je t'ai posée sur le 15 degrés. Oui. Et le sens du humanisme, c'est quelles compétences j'ai pour me fabriquer moi-même mon confort. Et c'est évidemment, alors là, quasiment tu peux pas faire plus culturel ou, c'est du moment où je t'ai dit un chiffre, tu vois, où je t'ai dit 15 degrés, 18 degrés, 17 degrés, il y a quelque chose qui se passe dans la tête et qui n'a aucun fondement. Ça n'a aucun fondement. En fait, on est infoutu. On te met dans une ambiance à faire quelque chose, etc. On est infoutu de dire c'est telle température. Parce que tout ce qu'on a, c'est notre état interne. Voilà. Et le ressenti, oui. Voilà. Par contre, il y a un grand gouffre. Je t'ai parlé de ce sujet sur la surchauffe, d'apprendre la gestion courante des lieux pour préserver la fraîcheur. Aujourd'hui, on est d'une incompétence crasse sur ne serait-ce que la manière de s'habiller pour fabriquer telle ou telle sensation. C'est effarant.
C'est-à-dire que derrière le côté oui mais le confort c'est subjectif, etc. En fait, il y a beaucoup de paramètres qui sont objectifs. Je rappelle, mon premier métier c'était la thermique humaine, donc là je reviens à ma jeunesse. Si je regarde quelqu'un, je sais dire là par rapport à son habillement, il y a un point faible à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et si on faisait tel truc, on pourrait baisser les consignes de 4 degrés. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire sur comment est-ce qu'on fabrique des sensations, que ce soit par nos activités, notre habillement, enfin de tout ce qui est à l'intérieur, à une échelle plus petite que le bâtiment. Ça, c'est majeur. Okay. Il y a un boulot culturel. Quand je dis culturel, c'est-à-dire, encore une fois, définir ce qui est normal. Alors là, tu as vu, j'ai un bonnet. J'ai fait très attention. C'est pas seulement parce que chez moi, il fait assez frais, c'est parce que je considère que c'est normal et que c'est important de dire que c'est normal de porter un bonnet sur les périodes où en gros, la période de chauffage, quoi. Mmh. Ça, c'est normal. Et c'est curieux parce que j'ai vu apparaître il y a pas longtemps des articles de gens un peu outrés, ils disent ouais, certains extrémistes sont prêts à aller jusqu'à avoir l'air ridicule à porter un bonnet. Voilà, ça, c'est un débat sur ce qui est normal ou pas normal. Tu vois, on peut avoir l'avis qu'on veut, mais ça c'est un champ vraiment très important. Ok. Effectivement, il y a toute l'approche, comme tu dis, de la perception, enfin tous les biais psychologiques qu'on nous enseigne aussi, hein, peut-être à casser et à dire son propre avis, à sortir un peu de ces cases, de là peut-être qui est important. Et avec un phénomène très difficile, très très difficile sur tout ce qui est énergétique, mais en particulier sur les notions de confort et de bien-être. C'est à chaque fois, j'aime bien le mot parce qu'il est très compliqué, il fait très bien dans les conversations. C'est l'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire le fait que tout le monde est à peu près se considère comme compétent ou expert sur le sujet, puisque tout le monde a un avis sur ce qui est bien, sur ce qui est confortable, sur ce qui est pas confortable. Okay. Et en fait, ça, le fait de se considérer expert sans avoir nécessairement creusé le sujet, ce ratio défavorable entre le niveau de confiance et le niveau de compétence, il est très embêtant parce qu'il empêche en fait, il empêche même la réflexion, le fait de déverrouiller quelque chose. Et s'agissant de choses humaines qu'on vit tous, bah c'est les conversations au réveillon où tout le monde a un avis, quoi. Tu balances un truc sur le chauffage, tout le monde est expert. Et pourtant, les gisements sont gigantesques. C'est-à-dire, si tout le monde était expert, on trouverait pas partout où on va 50% fastoche sans faire des travaux, tu vois. Oui, non, c'est sûr. Là, il y a beaucoup d'éducation peut-être à apporter, de la bonne éducation entre guillemets utile derrière, quoi. Ça pourrait. Ça pourrait. Mais c'est pour ça qu'on bosse beaucoup sur les réseaux, tu vois. Il faut rendre ça visible, ouais, en fait, c'est ça aussi. Ouais. Et sur un mode. Il y a un terme, tu m'as demandé tout à l'heure si la présentation que tu as faite d'Incube était correcte. Quand tu l'as présenté, il y a un mot que j'aime bien qu'on ajoute souvent, c'est on fait de l'énergétique dans le monde réel. Dans le monde réel, c'est très important parce que depuis des dizaines d'années, l'énergétique n'est pas un sujet du monde réel. C'est un sujet d'administration, de calcul, des trucs de geeks, de gens passionnés de ça. Mais dans le monde réel, répondre à quelqu'un qui dit moi j'ai froid aux pieds au bout d'une heure quand je rentre chez moi, ça c'est du monde réel. Et c'est ça le type de problème qu'il faut arriver à comprendre, à résoudre et pour lesquels il faut diffuser des choses qui sont pas très compliquées, mais qu'on a pour beaucoup oublié, ou même on a oublié de se poser la question ou de se dire c'est ça le vrai problème. C'est ça, oui, le on vrai n'a pas conscience peut-être aussi. Parfois, on n'a pas conscience qu'on a ce problème-là avant de vraiment le signaler ou le penser ou le matérialiser, quoi. C'est possible parce qu'on a beaucoup perdu la connexion au corps. C'est possible. Il y a un autre phénomène, il me semble, qui va avec, qui est quand on le perçoit, on a très vite une théorie. Ça, c'est l'ultra-crépidarianisme. Tu vois. J'ai froid aux pieds parce que. Et donc, il faut que je. Donc, en fait, ça devient un non-problème puisque. On te fournit à la fois le problème, la solution et tout ça. C'est le cas sur la chauffage, par exemple. Oui. Voilà, ouais. Mais c'est le cas sur la performance énergétique. Tu vois, il y a un vrai problème là actuellement autour du DPE et des passoires énergétiques et de tout ce truc-là. Voilà. Ça,
c'est une vraie grosse difficulté, en particulier sur les bâtiments anciens, les bâtiments patrimoniaux, parce qu'en fait, la thermique actuelle postule que la performance, c'est être bien isolé. C'est ça un bâtiment performant. Et ça, c'est une vue partiale, c'est une hypothèse. C'est-à-dire, c'est performant, c'est-à-dire ça me permet de remplir les bâtiments de chaleur à faible coût, parce que ce qui est bien, c'est de remplir les bâtiments de chaleur. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est une partie des solutions et c'est une approche possible, mais il y en a plein d'autres. Et l'approche majoritaire, d'ailleurs, à la fois historiquement et géographiquement, c'est pas de remplir les bâtiments de chaleur. Au Japon, on n'a jamais chauffé les logements, parce que le sujet, c'est pas de remplir les locaux de chaleur. C'est pas comme ça qu'on fabrique du confort. Tu ferais des DPE au Japon, tout le pays serait en passoire énergétique. Et pourtant, ça vit, quoi. C'est de comprendre tout ce qu'on s'est dit depuis le début, comprendre le comportement humain, comprendre le bâtiment, comment il vit, et adapter les deux, en fait. Et qu'est-ce qui est le plus intelligent ? On pose la question ouverte à nos auditeurs, en tout cas. Et c'est important de la poser aux auditeurs, justement, c'est de... on le trouve dans d'autres sujets, mais en fait, la question qui est posée là, c'est celle d'un modèle dominant. C'est-à-dire, on dit, la performance, c'est ça. Et si toi, tu as une approche autre, c'est ce qu'on essaie ici dans cette maison dans laquelle on est depuis pas très longtemps, qui est une maison années 80, parpaing polystyrène, qui est tout ce qu'il y a de pas performant. Bah, il se trouve que on est dans des niveaux de conso extrêmement faibles, parce qu'on approche la performance d'une manière différente. Mais j'ai pas le droit de construire ça. J'ai pas le droit de le fabriquer aujourd'hui. Ce n'est pas un modèle officiel de la performance. Et cette question du choix possible et de son encadrement éventuel, elle n'est pas posée. On dit la performance, c'est ça. Il faut rénover de telle manière. Et c'est pour ça que ça coince d'ailleurs. C'est hyper percutant. Je pense qu'on pourrait parler de ce sujet encore très longtemps, Pascal. Oh oui, je l'ai pas dit. Je pense que on refera un épisode, c'est clair là-dessus, parce qu'il y a tellement de sujets à développer, et je pense encore pour aller encore plus dans le détail, si un jour tu souhaites, ce sera avec plaisir. Je te propose qu'on passe à la phase action. Avec les questions un peu tac au tac, si c'est bon pour toi. Et puis on se reposera pour un autre épisode pour approfondir ce sujet, parce que je pense que c'est hyper percutant par contre. Et ben alors c'est parti. Et concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Pascal, nos auditeurs, ils ont un projet du coup de rénovation, de construction. Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Une première question à se poser, un conseil hyper concret pour intégrer un peu tout ce concept de design énergétique dès le départ de leur phase de projet. Ok, j'en ai 3. Ne pas construire mais rénover. 2, pas aller n'importe où en France. Aujourd'hui, je considère que c'est risqué. On parle de sécheresse, on parle de surchauffe. C'est risqué d'aller au sud d'une ligne qui va de Bordeaux à Lyon. En tout cas, il faut faire bien attention. Et 3, d'abord vivre dedans avant d'engager quoi que ce soit. Eh ben, c'était hyper clair. Très concret. Merci beaucoup. Dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi pour toi, du coup, ton bercail idéal ? C'est celui où je suis actuellement. C'est d'abord, c'est il est pas facile. C'est là, tu parles du tac au tac. La partie, ce qu'on appelle l'habitat, c'est-à-dire la maison, le logement, n'est qu'un des éléments. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est en lien avec l'extérieur, c'est en lien avec l'environnement, c'est en lien avec le village, etc. C'est ça qui fait la richesse. C'est le bâti, c'est une toute petite chose. C'est un des tout petits sujets. C'est le lien social aussi qui se crée, c'est tout l'environnement extérieur, quoi. En fait, on pourrait dire c'est l'écosystème. Voilà. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de là où on est là maintenant, il se trouve que la seule chose qu'on a fait dans cette maison, par exemple, je donne cet exemple, c'est c'était une maison chauffage électrique. On est passé sur un poêle bois qui peut brûler n'importe quel bois. Pourquoi ? Parce qu'autour de nous, il y a du déchet de bois et que les voisins, en fait, nous amènent, parce qu'ils savent pas quoi en faire, nous amènent des remorques de bois. Et ça, c'est l'écosystème. C'est-à-dire là où je suis posé, le truc logique, c'est de faire avec du bois parce que c'est ce que j'ai ici et qu'il y a des voisins qui organisent ça, etc., etc.
Tu vois. Ok. C'est ça, c'est la notion d'écosystème cohérent. Ok. Et là, aujourd'hui, tu as trouvé ton écosystème dans lequel tu te sens bien. Il me semble. Et ben c'est beau, moi, je trouve. Quand on peut dire qu'on a trouvé déjà son bercail idéal, c'est parfait. Est-ce que tu as des sources, des podcasts, des newsletters, des livres, des personnes que tu recommandes d'aller suivre, d'aller écouter ou de lire, du coup? Il y en a plein. Je vais te citer les derniers, peut-être. Ouais. Je pense que j'ai pas besoin de recommander les choses habituelles de bâtiment parce que les gens qui s'intéressent à ça, ils tombent naturellement. Il y a, en particulier pour les professionnels, quand même beaucoup de choses qui se passent autour de ce qu'on appelle le mouvement de la frugalité heureuse et créative, qui a été créé par des amis, là, Dominique Gauzin-Muller, Philippe Madec et Alain Bornarel, où il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent. Ce sont des gens qui réfléchissent très en profondeur également. Les podcasts, je recommande le tien et je les connais pas très bien, mais c'est un format que je découvre et j'adore ça. Je recommande surtout des lectures, en particulier des lectures historiques ou anthropologiques. Je pense que c'est ça le grand manque aujourd'hui. On manque pas de littérature technique ou tu vois voilà les bouquins habituels. On manque beaucoup on en a parlé, de culture, de notre relation autour de ça. En ce moment, je suis en train de lire celui-là, par exemple, qui s'appelle Homo Confort, qui est un bouquin d'un anthropologue italien, qui explique qu'est-ce qui se joue autour du confort. Voilà, donc ça, je recommande vraiment. Il y en a un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Face à la puissance, qui est un bouquin historique. Je recommande aussi celui qui s'appelle Les délices du feu, d'un historien qui raconte quelle était la relation au feu et au chauffage du 15e au 18e siècle. Voilà. Plutôt ces choses-là que je trouve extrêmement inspirantes. Et puis, attends, j'en avais un, mais je ne l'ai plus. Ça va peut-être me revenir. J'avais un truc. Si, quand même. Il y a un truc que je recommande, non pas de lire, parce que c'est bien de lire et d'écouter et tout ça, mais c'est dans la tête. Depuis plusieurs années maintenant, je pratique et puis je suis instructeur depuis pas très longtemps d'une méthode qui s'appelle la méthode Wim Hof. Je cite son nom parce qu'on trouve beaucoup de ressources autour de ça. C'est pas obligé que ce soit cette méthode-là, mais ce que je recommande, c'est d'aller faire des choses comme ça. C'est-à-dire, en particulier, d'aller se mettre dans de l'eau à 2 degrés. Voilà, d'aller prendre des bains froids au moins une fois de manière encadrée. Ok. C'est de comprendre un peu l'environnement, c'est ça ? C'est quoi la méthode ? Non, c'est plutôt une méthode de bien-être. Le postulat de départ, c'est de reconnecter l'esprit et le corps. Mm-hmm. Mais cette méthode-là en particulier, mais encore une fois, il y en a d'autres. Elle est basée entre autres sur trois piliers qui sont la respiration, l'exposition au froid et un travail autour du mental, du mindset. Mais ce truc de l'exposition au froid, encadré, l'exposition volontaire au froid, encadré, je recommande, n'essayez pas tout seul. Si vous pouvez le faire, faites-le encadré par des gens qui savent le faire. C'est vraiment un truc qui déverrouille quelque chose. Vraiment, nous, on l'utilise en formation professionnelle avec des architectes, avec des bureaux d'études. Quelque chose change dans ta perception de ce qui est acceptable, pas acceptable, quand tu as vécu une expérience comme ça. Donc, c'est bien de lire, mais allez dehors. C'est bien d'expérimenter aussi, oui. C'est du monde réel, quoi. C'est ça, on est dans le monde réel. C'est comme la raclette à la bougie. Il faut faire une raclette à la bougie, tu vois, pour comprendre la différence. Voilà. Et est-ce que tu recommandes, du coup, la raclette à la bougie ? Absolument. Il n'y a aucun sens à faire de la raclette électrique. C'est absurde. Ouais. Et écoute, il y a un article sur le blog, je sais pas, je recommande notre blog, mais on a un article qui marche bien l'hiver, il marche pas du tout l'été. Mais c'est la raclette. En tout cas, ouais, c'est comme ça. Nous aussi, on en a des sujets saisonniers, tu vois. C'est clair. Et encore une fois, c'est ceux qui renvoient à l'article verront, il y a une logique historique au fait que l'appareil à raclette soit tel qu'il est aujourd'hui, mais c'est absurde. Ça n'a aucun sens. Mais je citerai toutes ces recommandations, dont le livre aussi que tu parlais au tout début. Je pense que c'était un livre justement qui reprenait les concepts anciens qui avaient été, comme la semelle chauffante, qui avait été inventée en fait. Voilà. Rétrofutur. Oui, je recommande vraiment d'aller voir le travail de Atelier 21 et Cédric Carle, ils font un travail remarquable sur l'histoire. Et également, c'est des gens qui travaillent beaucoup sur la précarité énergétique, en particulier des étudiants. Okay. Ils l'abordent aussi, c'est pour ça on est très proches, philosophiquement,
c'est des gens qui, par exemple, ont proposé des modèles de kotatsu aux étudiants. Le kotatsu, c'est un système japonais, justement, qui permet de te réchauffer quand tu es à un bureau. Et ils ont mis à disposition des modèles de kotatsu en format DIY, quoi, fais-le toi-même, au service des étudiants qui n'arrivent pas à se chauffer. Donc là, ça aussi, c'est de la thermique du monde réel, quoi. C'est qu'est-ce qu'on peut faire en vrai, quoi. Ok, bah je mettrai tout ça de toute façon dans les ressources pour que tous les auditeurs puissent le retrouver, mais c'est intéressant justement d'avoir cette approche et de comprendre en fait ce qui se faisait aussi avant, quoi, pour aller aussi. C'est fondamental. À une époque où il y avait pas d'énergie, en fait. Ouais, c'est ça. Donc on faisait attention à quoi en faire. Trop bien. Merci beaucoup Pascal. Franchement, j'ai plus qu'à vraiment te remercier pour cet épisode. C'était hyper intéressant et on sort un peu du cadre, on sort un peu de ce qu'on entend régulièrement. Donc ça fait du bien aussi de voir d'autres approches et de sortir de ce cadre, tout simplement. Où est-ce qu'on peut te contacter ou te retrouver si on a plus de questions ou si on a envie de suivre un peu ce que tu fais? Ouais. Alors le point d'entrée, les 2 points d'entrée aujourd'hui les plus faciles, il y a le site incube.net, en particulier sur le blog. Ok. Voir l'article sur la raclette, du coup. Voilà, entre autres, il y a l'article sur la raclette, mais il y en a d'autres. Il y en a un sur la bière fraîche aussi pour l'été. Ah bah voilà, ce sera plus de saison. Il y a des choses, on ne fait pas que des choses sur la bouffe et la boisson, hein, quand même. Et l'autre, il y a un réseau social où je suis plus particulièrement actif, c'est LinkedIn, parce qu'on travaille beaucoup dans les secteurs professionnels. Donc j'ai un profil et puis il y a une page de l'entreprise aussi sur LinkedIn. C'est les 2 points d'entrée les plus classiques. On a une chaîne YouTube qui démarre, voilà, mais que vous pouvez aller voir. Il y a aussi des vidéos intéressantes, enfin on espère, sur la chaîne YouTube. Allez voir et soutenir, c'est important quand on lance un peu dans la création. Ça fait du bien d'être soutenu aussi dans ces projets. Ah ouais. Très chouette. Merci beaucoup Pascal pour ce moment. Je te souhaite une très bonne journée et à très vite dans vos bercailles. Si je devais retenir 3 choses de cet épisode, ce serait d'abord de ne pas résumer les problèmes énergétiques dans les bâtiments aux problèmes énergétiques du bâtiment. Ensuite, le problème n'est pas de rénover les bâtiments, c'est juste un moyen. La vraie chose qu'on rénove, c'est la relation entre l'usage et le bâtiment. Le bâtiment n'est en fait qu'une partie du couple. Et enfin, la thermique au sens du froid et chaud peut avoir différentes approches. Pour le froid, on parle avant de rafraîchir, de préserver la fraîcheur, en créant un stock par exemple. Et pour la chaleur, c'est de revoir son approche face à la performance et à sa propre perception culturelle. Par exemple, porter un bonnet ou vivre à 15 degrés de température ambiante. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir notre travail en nous laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux faire partie de la belle communauté d'Aubercaille, je t'invite directement à t'inscrire sur notre site www.aubercaille.co pour avoir toutes les dernières informations sur l'habitat éthique. À très vite dans Aubercaille.